Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Polo et aujourd'hui je fais une succession de vidéos sur la bilirubine, sur le métabolisme. Je suis parti de la simple prise de sang en disant que il y a la bilirubine directe et indirecte et je vous ai commenté un petit peu pourquoi on dit bilirubine directe ou indirecte, c'est-à-dire conjuguée et non conjuguée, et pour répondre aux questions de certains patients ou de certaines personnes qui lisent leur bilan sanguin. Et de là, nous sommes partis sur le sujet des différentes maladies suite à la distinction de ces deux bilirubines, conjuguées et non conjuguées. Et ensuite, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a aussi un petit changement de paradigme sur la bilirubine, c'est-à-dire que elle est souvent considérée comme un déchet, parce que dans le bilan sanguin, on dit que dès qu'elle monte, c'est pas très bon. Mais il y a un petit changement de paradigme par les scientifiques, c'est-à-dire qu'une légère hausse, semble-t-il, de bilirubine non conjuguée serait protectrice pour différentes maladies auto-immunes, cancers, maladies cardiovasculaires. Bien sûr, ce sont des assertions encore très hypothétiques. Il y a des études qui confirment la chose, d'autres qui disent, qui nuancent. Donc ça reste à prouver. Il y a assez peu d'études. Enfin, comment dire, c'est pas encore gravé sur le marbre. Hein. Donc faire quand même prudence. Il y a une piste de recherche là-dessus, sur cette molécule de bilirubine qu'on considérait finalement comme un gros déchet. À bientôt pour les prochaines diapositives. Bon, à la base, il faut d'abord se poser la question d'où vient la bilirubine. Il faut savoir que tout part du sang, tout part du globule rouge. Eh bien, d'abord, il y a un processus de destruction du globule rouge. À la fin de sa vie, le globule rouge est détruit par des cellules qu'on appelle les macrophages. Et à l'intérieur du globule rouge, il y a des protéines comme par exemple l'hémoglobine que vous connaissez tous très bien. Et cette hémoglobine va être dégradée en M et puis en différentes molécules jusqu'à la bilirubine non conjuguée. Ensuite, cette bilirubine non conjuguée va être traitée dans le foie. Je vous invite à voir mes différentes vidéos sur bilirubine non conjuguée à conjuguée, car il y a un traitement de la bilirubine non conjuguée pour qu'elle soit soluble et ensuite excrétée dans l'intestin. Donc c'est la bilirubine non conjuguée qui est un produit du métabolisme, euh, au final de la destruction du globule rouge et donc de la petite partie de l'hémoglobine qu'on appelle l'hème. Ensuite, pour cette diapositive suivante, nous nous sommes posé une question qui semble-t-il pourrait être impromptue, anodine et un petit peu naïve. Est-ce que la bilirubine fait partie des stéroïdes? Eh bien, non, parce qu'en fait, la molécule n'est pas du tout la même et un stéroïde, en fait, dérive du cholestérol. Par exemple, les stéroïdes, par exemple, le cholestérol, paradoxalement, c'est un dérivé du stéroïde. Les stéroïdes comme le cholestérol, le cortisol, l'aldostérone et la testostérone et aussi les estrogènes possèdent un squelette caractéristique constitué de 4 cycles de carbone fusionnés. Et par contre, la bilirubine, elle est complètement différente. Et c'est un, sa molécule est ouverte. Elle est pas entourée. Elle fait partie des tétrapyroles ouverts. Donc, si on doit retenir quelque chose, le cholestérol est à l'origine des stéroïdes. Les stéroïdes, finalement, sont des dérivés du cholestérol. Et la bilirubine, eh ben, elle, c'est un dérivé de l'hème qui vient lui-même de l'hémoglobine. Et c'est pour ça qu'on a des caractéristiques et des propriétés chimiques très différentes des hormones stéroïdiennes. Alors pourquoi je me suis posé cette question-là? C'est parce qu'en fait, elle a, semble-t-il, des effets bénéfiques, antioxydantes, anti-inflammatoires et tout.
Alors, je voulais savoir quelle est la structure, si elle était vraiment pareille ou pas, mais en fait, elle est pas du tout pareille. Eh bien, nous allons faire un petit encart sur la structure de la bilirubine. Comme vous le savez, elle vient de l'hème. L'hème vient de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, comme vous le savez, contient du fer. Vous savez, c'est très connu en consultation de médecine générale. Quand les gens ont un peu d'anémie, des fois, il manque un peu de fer. Et l'hémoglobine contient du fer. Et donc, c'est pour ça qu'on donne du fer. Et là, on retrouve cette molécule de fer symbolisée à l'intérieur de l'hème par Fe, comme vous voyez ici. Et ensuite, cet M est dégradé en biliverdine et à la fin en bilirubine. Donc, vous voyez, la structure est complètement ouverte au niveau de la bilirubine. Et elle est donc il y a quatre noyaux dans l'hème et elle conserve plus ou moins sa structure, mais c'est une structure ouverte. Et c'est intéressant pour comprendre ses propriétés physico-chimiques. Et des fois, on essaie de comparer cette structure de la bilirubine à, à de la vitamine E. Et pour aparté aussi, on essaye de comparer la molécule de l'hème à de la à un quelque chose similaire à la chlorophylle qui a un petit peu la même structure. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors là, nous arrivons aux propriétés pas controversé, mais connu depuis 1987, depuis l'article fondateur d'un auteur qui s'appelle Stoker. C'est lui qui a mis en avant l'activité antioxydante de la bilirubine. Et donc, en fait, elle posséderait une architecture. L'architecture de la bilirubine permet d'interagir avec des espèces réactives de l'oxygène qui sont donc oxydantes et qui peuvent léser les parois cellulaires des cellules. Et en fait, le fait que la bilirubine réagisse avec des radicaux libres, eh ben, ça permet la protection des lipides, des graisses des membranes. En effet, les membranes cellulaires possèdent beaucoup d'acides gras polyinsaturés et ils sont particulièrement sensibles aux radicaux libres, aux espèces réactives de l'oxygène. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils possèdent un système de liaison conjuguée qu'on appelle pi, et ces groupes chimiques sont capables de participer à des réactions chimiques qu'on appelle oxydoréduction. Donc, et ça date depuis 1987. Donc c'est pas aussi lointain que cela. Mais nous allons nuancer notre propos des effets bénéfiques sur la bilirubine, car selon certaines réactions chimiques, la bilirubine possède aussi des effets délétères, c'est-à-dire pro-oxydants. En effet, si on regarde la réaction entre la biliverdine et la bilirubine, eh bien, c'est assez intéressant. La biliverdine, c'est la molécule juste avant la bilirubine, est réduite euh, en bilirubine et la bilirubine, ensuite, elle peut euh, réagir dans un système d'oxydoréduction euh, pour venir à la biliverdine. Et donc, en fait, c'est nuancé. Donc, il y a un article de 2021 qui en parle. Et donc, sous certaines conditions chimiques, il peut y avoir une activité pro-oxydante. Donc, ça reste quand même un déchet, on va dire ça comme ça, mais c'est quelque chose d'assez variable selon le contexte chimique. Je viens de parler du contexte chimique, mais on peut aussi parler aussi de la dose, c'est-à-dire que a priori à une faible dose, ce serait protecteur. Mais
Par exemple, si on parle de haute dose de bilirubine, comme vous le savez, chez les nouveau-nés en couveuse, des fois, la bilirubine, euh, elle peut être très élevée. Donc, on expose les bébés, les nourrissons, les nouveau-nés euh, aux infrarouges pour casser les molécules. Donc, bien sûr, quand c'est trop élevé, ben, ça peut être neurotoxique. Et je vais en terminer là pour cette vidéo. Je vais refaire un dernier diaporama, c'est-à-dire que ce qui intéresse finalement les chimistes et les physiologistes et notamment les laboratoires pour l'exploitation de cette molécule qui au final était considérée comme un déchet, c'est que paradoxalement, lorsque je vous ai parlé dans mes premières vidéos, pourquoi on parle de bilirubine conjuguée et non conjuguée, c'est que le foie finalement il doit solubiliser la, la bilirubine pour qu'elle puisse être éliminée parce qu'elle est lipophile. C'était un problème et c'est pour ça qu'elle est liée aussi à l'albuine. Mais en fait, sa faible dose, semble-t-il, dans le sang, elle serait protectrice pour les membranes. Pourquoi? Parce qu'elle est lipophile. Et les membranes sont quoi? Sont constituées de graisse. Et donc, elle irait dans les membranes riches en acide gras polyinsaturé et elle pourrait réagir avec les espèces réactives et donc une espèce de bouclier euh, protecteur. Mais c'est vraiment à l'étude de recherche parce que le problème, c'est sa disponibilité. Elle n'est pas, comme je vous ai dit, soluble et donc les gens, ils doivent la consommer. Et donc, en fait, le but, ce serait de la rendre, la, la mettre sous forme de nanoparticules ou de mettre des molécules autour de cette molécule pour la, pour la, pour la consommer. Ce seraient les conclusions pratiques, en fait, de cette molécule. Le problème aussi, c'est la question de la dose. C'est vraiment euh, quelle dose faudrait-il pour la bilirubine, pour consommer cette bilirubine, pour qu'elle soit active, par exemple, dans certaines maladies. Et comme vous voyez dans l'article suivant que j'ai mis ici en haut, en 2021, on cherche les effets bénéfiques de cette molécule et comment la rendre euh, possible comme un nouveau médicament en fait. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, comme je vous mets ici un schéma ici de cet article, il pense aux affections cardiaques, aux affections cérébrales comme les AVC, il pense aussi à l'utilisation dans les diabétiques, dans les pieds d'ulcères, il pense aussi à une utilisation possible pour la tolérance des transplantations. Donc les potentiels sont vraiment, semble-t-il, importants. Le problème, c'est sa disponibilité et sa biodisponibilité. Alors nous, en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire avec la bilirubine? Bah, je dirais pour l'instant rien. C'est un peu particulier. Il faut simplement ne pas surcharger son foie pour ne pas avoir de trop de bilirubine non conjuguée. Alors, est-ce qu'il faut s'affoler si dans notre prise de sang, on a un petit peu de bilirubine conjuguée ou non conjuguée? Eh bien, en fait, il faut consulter votre médecin traitant. Il faut voir l'ensemble du contexte. Est-ce que votre foie est abîmé ou il n'est pas abîmé? Il semble protecteur paradoxalement dans les maladies de Gilbert. Est-ce que vous avez quand vous avez une infection hépatique, est-ce que ça dure un petit peu longtemps? Quand ça dure un petit peu longtemps au niveau de la prise de sang, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parfois, pas forcément. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo pour ne pas la faire trop longue parce qu'il y a encore d'autres développements qu'on pourrait faire sur la bilirubine, mais c'était pour souligner, un, son aspect paradoxal antioxydant, deux, son aspect habituel connu comme déchet et neurotoxique, hein. Donc vous avez un très bel exemple avec les bébés sous couveuse qu'on met sous infrarouge pour casser les molécules de bilirubine et pour qu'elles puissent être expulsées. Et donc,
C'était juste pour dire que ben, on pense l'utiliser comme un médicament, paradoxalement. Et au point de vue pratique, encore, je me répète, pour l'instant, j'ai pas de notion pratique pour l'utiliser, à part le fait que il faut soigner votre foie pour éviter son surdosage dans le sang. C'était donc le docteur Carlos Polo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je referai une sur la bilirubine, je vais réfléchir. À bientôt.